La semaine de l'écho sur France 24. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025. Futur bon millésime ou pas pour l'économie mondiale et en particulier pour celle des États-Unis. On se posera bien sûr la question. Donald Trump, lui, prend officiellement ses fonctions le 20 janvier prochain. Hausse des droits de douane, baisse des impôts et désormais visée expansionniste. Quel impact aura sa future politique sur l'économie américaine et mondiale ? On le verra. Dans ce contexte, la question est toujours la même. Que peuvent faire les Européens ? Coincés entre Washington et Pékin, le vieux continent voit ses historiques moteurs franco-allemands s'affaiblir de jour en jour. Un sursaut européen est-il encore possible ? C'est l'enjeu, bien sûr, ici. Sursaut nécessaire aussi au niveau mondial en matière climatique. De plus en plus fréquentes, les catastrophes naturelles menacent-elles l'économie mondiale de demain ? Quid également de cette transition énergétique avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump ? Le programme, vous l'avez compris, est chargé aujourd'hui. Je vous présente ceux qui m'accompagnent en plateau. Bonjour Pascale Joannin. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Face à vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste indépendante. À votre gauche, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique et spécialiste des États-Unis. Merci d'être là et bonjour. Enfin, Benjamin Coria est sur ce plateau, professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord, cofondateur des économistes atterrés. Voilà pour la présentation. Merci en tout cas à vous quatre d'être là. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le retour prochain donc de Donald Trump au pouvoir. L'actualité trumpienne, ce sont notamment ses déclarations sur le Groenland et sur le canal du Panama, désormais dans son viseur. Selon Donald Trump, ces territoires sont vitaux pour la sécurité économique américaine. Je vous propose d'écouter un extrait de sa conférence de presse dédiée à sa future politique étrangère. Pouvez-vous assurer au monde qu'en essayant de prendre le contrôle de ces zones, vous n'allez pas utiliser la coercition militaire ou économique ? Non. Et pouvez-vous nous dire un peu quel est votre plan ? Allez-vous négocier un nouveau traité ? Allez-vous demander aux Canadiens d'organiser le vote ? Quelle est la stratégie ? Je ne peux pas vous l'assurer. Vous parlez du Panama et du Groenland. Non, je ne peux pas vous l'assurer sur aucun des deux. Je peux dire ceci, ils sont très importants pour la sécurité économique. Le canal de Panama a été construit pour notre armée. Je ne vais pas m'engager sur ce point maintenant. Il se peut que vous deviez faire quelque chose. Véronique Riche-Flores, un mot tout d'abord sur ce que nous dit Donald Trump. Ces territoires seraient vitaux pour la sécurité économique américaine. On est en droit raisonnable d'en douter. Les États-Unis se portaient bien jusque-là ? Les États-Unis se portaient bien, ils se portaient pas mal en temps de paix et sans agresser le reste du monde. Voilà, Trump fait du Trump dans ce domaine-là, comme à peu près dans tous les domaines. On verra ce qu'il fera une fois à la Maison-Blanche, effectivement, mais la stratégie, la façon de procéder est toujours la même et fait bougrement peur et peut amener à tout, en réalité. Donc, on est face à ces menaces permanentes qui sont effectivement un peu rassurantes. C'est le retour en force de la méthode Trump. Coup de bluff ou pas du président élu américain, Benjamin Coria ? Ah non, je ne crois pas que ça soit un coup de bluff. Il y a une précision qui est apportée. Jusqu'à présent, MAGA, et donc Trump, c'était America First, et on avait compris isolationnisme, protectionnisme. On s'est trompé. C'est protectionnisme, mais visiblement pas isolationnisme. On s'est trompé ou il a changé ? Ben c'est un peu les deux. Il faudrait repasser. C'est vrai qu'il est parti d'Afghanistan. C'est vrai qu'il n'était pas spécialement conquérant du point de vue de sa politique extérieure. Je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est un complément. La dimension expansionniste dont il faut tenir compte incontestablement, parce que au-delà de l'imprévisibilité de Trump, qui est sa grande caractéristique, il y a malgré tout certaines constantes. Et je pense que avec le nouvel entourage qu'il a, vous êtes plus qualifié que moi pour en parler, il y a presque plus rien pour le retenir. Donc moi, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, Pascale Joannin ? Ah oui, moi je pense qu'il a dit les choses cash.
Alors, il ne fera peut-être pas tout ce qu'il a dit comme il l'a dit et il y aura peut-être une résistance. Même le Royaume-Uni l'a dit aujourd'hui, a priori, eux pensent qu'il n'ira pas au bout de ses ambitions. Non, mais attendez, il y a beaucoup de provocations quand même chez Donald Trump. Hein. C'est je crie plus fort, puis après je vois s'il y a les cendres qui retombent et comment elles retombent. C'est ça aussi la méthode Trump. Voilà, c'est ça la méthode Trump. En tout cas, sur ce qui concerne un sujet qui va me permettre de relier le Groenland, d'abord, c'est quelque chose qui appartient à un pays membre de l'Union européenne. Le Danemark en l'occurrence. Ils ont déjà une base. Hein, donc, s'ils veulent traiter avec le Danemark, qui est un pays membre de l'OTAN, pour ouvrir une deuxième base, parce qu'ils pensent en effet que leurs intérêts vitaux dans la région mériteraient d'une présence, c'est une chose. Mais de dire qu'ils veulent annexer purement et simplement, c'est de la provocation vis-à-vis d'un partenaire, un allié transatlantique. On voit bien, peut-être qu'il a des visées au-delà du seul Danemark. Parce que quand on regarde, en parlant du Canada et du Groenland, on voit tout de suite l'Arctique. L'Arctique, dont le voisin immédiat, l'autre, c'est la Russie. C'est la Russie qui veut considérer un peu cette zone comme sa Mare Nostrum. Avec le réchauffement climatique, c'est une mer qui n'est plus gelée en permanence dans l'année. Ils y ont planté un drapeau symbolisant en disant « c'est chez nous ». Donc peut-être en effet que indirectement en visant le Canada, qui est un pays indépendant, mais dont je rappelle le chef d'État, et c'est un pays du Commonwealth, hein, donc il y aura aussi le Royaume-Uni à un moment donné dans la partie. Le Groenland, qui est donc une souveraineté du Danemark, il a peut-être des visées vis-à-vis d'un territoire qui est pour l'instant pas protégé comme l'est l'Antarctique, hein, il faut bien le voir, et que peut-être en effet il essaie de bouger un peu les choses avec une confrontation qu'il va avoir avec Poutine sur l'Ukraine, et donc il y a l'Arctique peut-être qui est aussi un billard à plusieurs bandes. Il y a cette question-là qui pourrait être dans ses visées géostratégiques pour profiter un peu de toutes ces ressources qui seront, du fait du dégel, accessibles un jour. Qu'est-ce que ça nous dit de ce Trump 2025, qu'en dit le spécialiste des États-Unis que vous êtes? Vous avez demandé est-ce qu'on devait prendre Donald Trump au sérieux. J'ai envie de vous répondre oui. Pourquoi? Parce que c'est le président des États-Unis. Lorsque le président des États-Unis s'exprime, il s'exprime au nom de la première puissance du monde, et on ne peut pas dire que c'est une discussion de salon. Donc oui, il faut le prendre au sérieux. Qu'il prononce ses souhaits en indiquant quels sont les différents éléments stratégiques pour les États-Unis, c'est aussi son droit. Finalement, il est en droit de dire qu'aujourd'hui, telle ou telle région serait stratégique pour la souveraineté économique des États-Unis. Là encore, c'est son droit. Pour autant, le vrai sujet, c'est par quels moyens il parvient. Il y a deux façons. On a parlé de coercition économique et on a parlé de coercition en gros militaire. Il avait déjà voulu racheter le Groenland en 2019, fin de non-recevoir. Coercition économique. Il y a déjà eu des batailles commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Il y a des processus juridiques pour les régler. On se souvient de la bataille entre Airbus et Boeing. On sait gérer cela, même si ça peut avoir des conséquences dramatiques entre nos deux régions, parce que nous sommes des partenaires économiques importants. Il n'y a pas que les Américains qui sont importants pour nous, nous sommes aussi importants pour les Américains. Ce qui est plus dangereux, c'est surtout l'éventualité, en tout cas la réflexion suivant laquelle notre plus grand allié, qui dispose du bouclier nucléaire pour protéger éventuellement l'Europe en cas d'attaque, qui est avec nous sur des principes, liberté, état de droit, système international, disent aujourd'hui, eh bien je pourrais par la force annexer, occuper une partie du territoire européen parce que ça va dans le sens de mes intérêts. Là, c'est tout le système international d'après-guerre qui s'effondrerait. Je rappelle que l'article 42, paragraphe 7 du traité de l'Union prévoit une solidarité en cas d'attaque par la force armée d'un pays de l'Union, prévoit une solidarité et des réactions de la part des autres pays membres. Donc, imaginez un peu l'hypothèse, ça serait une hypothèse où nous serions en guerre contre les États-Unis, quasiment, alors même que nous venons de dire que le président américain élu vient de dire que cette guerre entre l'attaque russo-ukrainienne est inacceptable, qu'elle a fait trop de morts. Vous voyez un peu l'ambiguïté et sur la scène internationale ce que ça donnerait. Donc, je pense que nous n'arriverons pas pour cette raison. Je pense que, et vous avez dit tout à l'heure que plus rien ne peut arrêter Donald Trump, je ne suis pas convaincu de cela. Pour l'instant, nous sommes juste après l'élection
il y aura l'investiture. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, le 20 janvier. Mais il y a malgré tout les institutions. Je reste confiant sur les institutions démocratiques. Il y a malgré tout un Parlement, un Sénat qui saura probablement, même s'il y a majorité républicaine, lui faire entendre raison s'il avait des velléités guerrières. Il irait pour quelle raison conquérir le Groenland, conquérir entre guillemets pour les sous-sols riches en ressources naturelles? Il y a des ressources indéniablement, des ressources qui sont zioutées, mais dont n'ont pas forcément besoin les Américains. Voilà, s'il y a bien des régions... Les États-Unis n'ont pas besoin du Groenland aujourd'hui? Non, en tout cas pas pour mettre la main sur des ressources pour leurs propres besoins. Après, il y a une autre stratégie qui consiste à effectivement avoir des visées sur des ressources dans un périmètre beaucoup plus large pour tenir le monde en grippe. Et puis, il y a une autre préoccupation qui est ce conflit commercial avec la Chine. Parce que le Groenland et l'Arctique est quand même la visée chinoise d'une nouvelle voie de communication fluviale. Et donc là, vous avez le passage, effectivement, qu'espèrent impatiemment, je dirais, les Chinois, comme un raccourci pour déverser leurs produits plus facilement. Donc, il y a le frein à cet espoir chinois. De l'autre côté, le canal de Panama, c'est également la voie fluviale privilégiée pour le commerce avec l'Asie. Donc il y a quand même cette stratégie de guerre commerciale avec la Chine qui probablement participe de ce discours également très offensif sur ces zones-là. Un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Non, mais... Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Arctique. Oui. Et voilà. Il y avait la Russie et la Chine également. Oui, mais si vous voulez, comment on peut déclarer que le Groenland, le Canada, etc. sont des intérêts stratégiques et continuer à dire Taïwan, qui est à 20 km de la Chine, n'appartient pas à la Chine. C'est totalement impossible. Donc, simplement, moi, ce que je note, c'est que on est définitivement rentré dans ce qu'on peut considérer comme un monde post-global, qui était défini par les principes que vous avez rappelés et quelques autres, et puis les institutions qui sont elles aussi toutes en crise. Et là, Trump franchit deux lignes rouges d'une certaine manière. Une première ligne rouge, c'est le traité atlantique. Il se retourne contre l'un des États membres, et d'une certaine manière contre l'ensemble des États membres. Mais c'est une situation totalement inédite. Donc c'est plus qu'une ligne rouge. Il enfonce des choses fondamentales. Et la deuxième ligne rouge, c'est qu'on a parlé des ressources du Groenland, mais la ressource principale du Groenland, c'est sa glace, c'est le climat. Ça veut dire que si on se met à exploiter le Groenland, et derrière le Groenland, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, l'ensemble de la zone arctique qui est en train de s'ouvrir, malheureusement, du fait de la fonte des glaces, c'est une deuxième ligne rouge qui est franchie sur la question du climat et de nos derniers bastions, si on peut dire, pour préserver le climat comme il existe. Donc vraiment, c'est à prendre très au sérieux et c'est très inquiétant. Et je suis moins confiant que vous dans les capacités du Sénat à résister. Je veux dire, on ne va pas revenir sur l'épisode de la prise d'assaut de Washington. Il reste plus rien de ça. Plus rien. Juste pour me faire comprendre, je ne suis pas naïf et je ne suis pas en train de dire que le Sénat tout seul, mais il y a malgré tout un certain nombre d'influences. Les sénateurs eux-mêmes ont leurs propres électeurs, même si pour certains ils se sont fait élire avec le support de Donald Trump. Mais une fois élus, il y a un certain nombre d'acteurs. Et puis les États-Unis, vous avez raison quand vous dites c'est l'effondrement, mais l'effondrement d'un système, il y aurait une telle pagaille, y compris sur le plan économique, y compris affectant l'économie américaine, que je pense qu'à un moment donné, un certain nombre de voix pourraient s'élever en disant attention, on va trop loin. C'est en ce sens que je dis, c'est pas de la naïveté, c'est de dire j'espère qu'un sursaut, si ça devait arriver, qu'un sursaut viendrait des uns et des autres d'un certain nombre de leaders d'opinion, leaders internationaux, pour pouvoir dire non seulement à Donald Trump, mais y compris en interne,
attention, n'allons pas trop loin parce que nous avons tous à perdre à ce qu'il y ait un effondrement du système international. Pagaille aussi peut-être à venir avec les droits de douane que promet Donald Trump à de nombreux pays, notamment le Canada avec ses 25%. Ah bah, il y a le Canada, il y a la Chine. On voit bien que de toute façon, ce que disait tout à l'heure Benjamin, c'était en effet America First. C'est-à-dire, je pense que tous ceux qui ne sont pas américains, c'est-à-dire tous les autres pays, doivent s'attendre à avoir des relations très agitées avec les États-Unis. Et notamment les Européens. Et notamment les Européens. Alors les thème. Européens qui avaient peut-être un peu de naïveté parce que depuis 75 ans, les Américains sont présents, sont là, etc. Alors, pas tellement en France, parce qu'en France, on a une certaine indépendance, puis on a beaucoup aidé aussi à l'indépendance américaine. Mais d'autres de nos partenaires avaient ouvert un grand parapluie en disant les Américains vont nous soutenir quoi qu'il arrive, sont peut-être en train de se rendre compte que cette période-là est révolue et que donc il va falloir se réveiller rapidement s'il ne l'avait pas déjà fait, parce qu'il est quand même, on sait qu'il va arriver à janvier, on le sait depuis quand même le 5 novembre. C'est une année très compliquée qui arrive pour les Européens. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas une année compliquée, c'est une année où ils doivent prendre un certain nombre de décisions politiques, et donc il y a une volonté politique qui doit s'afficher, et ça dès le début de cette année, avec en effet les Polonais qui vont présider aux manettes de l'Union européenne pendant les 6 premiers mois, avec notre Donald à nous, puisqu'il y en a un Donald aussi, Tusk, voilà. Et puis les Danois, le 1er juillet, ça va être les Danois, donc je souhaite bien du plaisir à Monsieur Trump au moment où les Danois présideront l'Union, parce qu'en effet, la première ministre danoise, c'est une femme qui va certainement lui rappeler quelques vérités, mais c'est intéressant de voir en effet que l'Europe, là, elle a pas le droit à l'erreur. Vous avez parlé de volonté, il y a la question de la capacité aussi. Oui, mais c'est aussi un test probablement pour les Européens de se demander, nous sommes à travers des chemins, que voulons-nous? Est-ce que très bien passé pour eux, notamment sous Joe Biden également, avec l'Iran notamment. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas être naïf, et c'est normal que les États-Unis ont toujours défendu leurs propres intérêts. On pourrait remonter à la relation entre De Gaulle et les différents présidents américains qu'il a eu à connaître. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Donc ça n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est certain, c'est que maintenant, Donald Trump n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est surtout un test pour nous, Européens, notre capacité à avoir une réaction, à être extrêmement réactif, à avoir une position à peu près claire et qu'on ne soit pas chacun dans son camp. J'ai par exemple été surpris que la réaction vis-à-vis des déclarations sur le Groenland, même si les uns et les autres ont des intérêts divergents, mais il aurait été intéressant d'avoir une position, ne pas laisser les Danois tout seuls à répondre. Ben oui. Il est évident que les Danois répondant tout seuls, un petit pays, et ça n'est pas faire offense au Danemark que je connais par ailleurs, qui est tout à fait agréable, mais c'est un petit pays par rapport à toute l'Union, par rapport aux États-Unis. Il aurait été bien que la première ministre danoise ne soit pas toute seule. La question qu'on peut aussi se poser, c'est à quel point le délitement du couple franco-allemand affaiblit aussi l'Europe en ce moment. Alors, le couple franco-allemand, il est essentiel pour faire avancer l'Europe, il n'est pas suffisant. Alors, en France, on a des institutions, il y a un président, il est au Conseil européen, etc. Donc, il est affaibli parce qu'on a pas respecter un certain nombre de règles et la voix de la France est un peu sur ce côté-là handicapée. Puis politiquement, il y a des élections en Allemagne, Emmanuel Macron n'a plus la majorité en France. En Allemagne, là, il y a une vraie crise. C'est une crise à la fois politique, puisque la coalition qui était aux affaires depuis 3 ans a éclaté avant la fin de la législature qui était prévue en septembre, donc c'est en février qu'il va y avoir des élections. Mais on a surtout la remise en cause de tout un modèle que les Allemands ont suivi, énergétique avec une dépendance au gaz russe. La guerre en Ukraine leur rappelle que c'est plus possible. Ils ont fait le choix de couper le nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Donc aujourd'hui, ils sont dans un problème de modèle économique avec un modèle exportation vers la Chine tous, et leur dit finalement non, maintenant nous on produit des voitures électriques, donc vos voitures on n'en veut plus. Donc tout le modèle d'exportation économique allemand et automobile allemand est tombé. Et puis la dépendance stratégique vis-à-vis des Américains, puisque quand même on se souvient quand même que c'est sur le territoire allemand qui avait les principales bases américaines, il y en a toujours, mais là il va y avoir un réveil, puisqu'en effet les Allemands ont peu dépensé pour leur défense parce que les Américains leur apportaient un soutien. Aujourd'hui tout ça est remis en cause, et donc là il y a un nouveau modèle à construire. Ce sera ce que devra faire le chancelier et la nouvelle coalition qui sera issue des élections du mois de février. Du coup le sursaut européen, il est possible ? Écoutez, il est plus que nécessaire. Il est plus que nécessaire parce que ça, on sera tous d'accord dessus. Il a été rappelé
rappelé les difficultés que rencontre l'Europe sur le plan économique. On est quand même obligé de reparler de l'Ukraine, où il y a un défi qui va encore monter avec la nouvelle politique de Trump. On la connaît pas, mais l'Europe risque quand même de se retrouver d'une certaine manière encore plus sollicitée qu'avant. Bon, donc, je veux dire, si on rajoute à ça le nouveau défi, c'est lié d'ailleurs à la montée de la nouvelle équipe dirigeante aux États-Unis que vient de lancer la Big Tech, comme on dit, les Big Pharma à l'Europe, avec ce défi. Quand on pense que Facebook, c'est-à-dire Meta, Zuckerberg, pousse la servilité, passez-moi l'expression, jusqu'à déplacer ses équipes de modérateurs au Texas, fief de Donald Trump, alors qu'ils étaient en Californie, ça dit tout. Ça dit tout. Ça veut dire que on a quand même affaire à une offensive d'une puissance et qui ne se cache de rien, d'absolument rien. Donc la question c'est: comment l'Europe peut faire face à ça? Et c'est vrai que ça arrive, pour toutes les raisons que vous dites, au pire moment, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai qu'il y a un défi à relever. Il y aurait les outils, sur la question, par exemple, de l'offensive sur l'information et sur les réseaux. On a les outils. On a les outils, mais pour le moment, je n'ai vu personne décider qu'on allait les enclencher. Là, il y a le seul qui a parlé, c'est Thierry Breton, qui n'est plus commissaire. Absolument. Thierry Breton a dit: utilisons nos outils. Qu'est-ce qu'on attend? On se demande où sont les... Alors, ils viennent de prendre leurs fonctions, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir dans l'équipe de Mme von der Leyen, elle-même étant malade. On n'a pas vu les personnes qui pouvaient monter comme le faisait Margrethe Vestager, qui était la commissaire danoise, ou le Thierry Breton, qui avait une capacité à être présent. Et là, on a l'impression, en effet, depuis 8 jours, que l'Europe a répondu vraiment à minima, alors que sur ce sujet-là, en tout cas, c'est plus difficile sur les questions stratégiques, mais sur le côté numérique, on a des outils, DSA, DMA, donc là, des lois qui existent pour qu'en effet, si en effet des acteurs américains, notamment, mais chinois aussi, se font rappeler à l'ordre régulièrement pour non-respect d'un certain nombre de règles, parce que là, vous dites qu'ils transfèrent ces modérateurs au Texas, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus rien modérer et que surtout, ça va être donc la libre parole de n'importe quoi, tout le monde pourra dire n'importe quoi, il n'y aura pas de modération. Donc c'est l'ouverture à... Credo cher à Elon Musk. Voilà, ça, c'est le modèle X. Voilà. Le modèle Meta, qui se veut civilisé, c'est de déplacer les modérateurs au Texas. Mais c'est presque pire, du point de vue du courage politique. Alors, mais je pense que l'Europe n'est pas du tout claire. Elle n'est pas du tout claire parce qu'il y a des oppositions profondes entre ces différents membres. C'est l'histoire de l'UE à 27. Donald Trump, on a beau dire ce qu'on dit, que je partage entièrement, mais il a compris une chose, on est dans un monde post-global, c'est indéniable. On est également dans un monde de saturation, de raréfaction de la ressource, qui veut dire que celui qui met la main sur la ressource, dominera le monde. Les Chinois l'ont fait avec les métaux rares, etc. Et les Américains sont en train de le faire avec le pétrole. On verra s'ils y arrivent. C'est les promesses de faire baisser d'ailleurs les prix de l'énergie en augmentant considérablement à nouveau la production de schisteux, etc. Et l'Europe, elle, se retrouve à court de moyens. Pourquoi? Les moyens de développer une énergie ou une stratégie énergétique collective existent. Ils existent, sauf que les Allemands n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de se froisser avec les pays auprès desquels ils exportent et qui représentent la survie de leur modèle industriel, qui est déjà très, très mal en point, effectivement. Von der Leyen a peur de se fâcher véritablement avec les Américains et veut finalement préserver la chèvre et le chou avec une sorte de politique qui n'en est pas une, qui est une sinuosité qui fait qu'on n'arrive pas à prendre des décisions fermes et à donner des guidance au développement européen, notamment énergétique. Et donc on
on vivote. Et dans ce contexte-là, les bisbilles ou le divorce du couple soi-disant franco-allemand, ça fait un moment que le couple franco-allemand a quand même des difficultés à s'entendre ou à s'écouter, eh bien, aggrave encore la capacité ou réduisent encore la capacité des Européens à faire quelque chose. Reprenons quand même l'histoire du plan de relance de 2020. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. On met sur place le plus grand plan de relance de l'histoire européenne, avec les espoirs suscités à l'époque. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On distribue, on encadre ça de législation et d'espèces de feuilles de route à la main de chacun des États. Résultat des courses, 4 ans après, on ne sait pas où sont passés les bénéfices de ce plan de relance, aucune politique collective, aucune vision sur l'avenir qui donnerait précisément de la puissance à l'action européenne. Et finalement, si demain on reparle d'un plan de relance, personne n'y croira. Et probablement parce qu'on n'a pas cette capacité, cette force politique à aller de l'avant et à affronter le monde tel qu'il est. Manque de vision des Européens, vous êtes d'accord ? En tout cas, manque d'expression, manque de vision parce que nous sommes X et puis chaque chef d'État donne son point de vue. Vous vous souvenez encore que Angela Merkel, dans son ouvrage, d'ailleurs, elle le redit dans Liberté, elle explique comment le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron était le bienvenu, sauf que ça n'était pas son calendrier parce qu'elle, en interne, elle ne pouvait pas acquiescer aux propositions d'Emmanuel Macron. Donc, sous votre contrôle, j'ai envie de dire, oui, même si on a de très bonnes idées, à un moment donné, quand on a une structure, il faut une personnalité pour l'incarner, il faut quelques orientations claires auxquelles on se tient, et puis on y va. Parce que quand on dit oui, en Europe, nous sommes divisés. Vous savez, aux États-Unis, certes, il y a l'État fédéral, mais les États, chacun dit oui, mais moi je ne veux pas telle ou telle chose parce que ça ne m'arrange pas. La Philadelphie va vous dire, moi mon industrie, j'ai besoin de la protéger. Les Californiens, chacun y va de sa mesure, et donc chacun peut être tenté. D'ailleurs, on l'a depuis des années, on dit il peut y avoir de la sécession aux États-Unis parce qu'il y en a qui disent. En Californie, ils pourraient très bien vivre indépendamment des autres en se disant nous sommes une puissance à nous seuls. Donc on a ces différences. En revanche, il faut véritablement quelques lignes, pas nécessairement un catalogue de mesures, mais de grandes orientations politiques et une personnalité ou 2-3 personnalités pour les incarner. On a une flopée de gens dont on ne sait plus finalement, vous posez la question même à des personnes au CSP 10, CSP X, on ne sait d'ailleurs pas qui fait quoi et qui dit quoi. Non, alors, vous êtes bien sévère avec l'Union européenne et vous avez raison. Ça permet d'aiguiller les choses. Alors, il y a 2 choses qu'il faut se rappeler quand même. Ça n'est pas un État. On parle des États-Unis, on parle de la Russie, on parle de la Chine. Ce sont des États. L'Union européenne n'est pas un État. Nous sommes 27 aujourd'hui et il n'y a pas de chef volontairement. Et il y a 27 chefs qui se retrouvent de temps en temps. Ils n'ont pas tous le même poids. Ils n'ont pas tous la même capacité, autonomie, parce qu'il y a des élections à un moment T, il y a des crises, etc. Vous avez raison. Mais je note que l'Union européenne va fêter ses 75 ans le 9 mai prochain. Elle continue à exister. Elle n'est pas morte. Et Dieu sait que chaque année, il y a des oiseaux de Elle n'est pas morte, mais est-ce que c'est un franc succès ? Mais oui. Oui et non. Déjà, on a 2 visions. C'est un franc succès parce que personne n'aurait parié que ça réussisse, hormis après la guerre pour se reconstruire. Vous avez aujourd'hui une puissance, on peut ne pas mais c'est la 3e puissance commerciale du monde, derrière la Chine et les États-Unis. Ensemble, pas chacun. Mais c'est pas une puissance complète puisqu'il n'y a pas en effet le chef, il n'y a pas la puissance militaire, stratégique, etc. Donc c'est là où il faut qu'on développe un certain nombre de choses. Il y a une prise de conscience depuis quand même la guerre en Ukraine et puis la crise Covid qu'on a réussi à faire des choses qui n'étaient pas impensables. L'emprunt européen, personne n'en avait jamais voulu. Il a quand même réussi à être mis en place. Donc voyons le fait comme quoi ça existe plutôt que ça ne s'est pas fait. Et puis vous avez des challenges qui sont en effet qui piquent un peu le rappel des Européens. Moi je pense que ils ont la capacité de le faire, mais il faut qu'ils aient la volonté. Et l'Europe, ça n'est jamais que ce que les États voudront bien faire. S'il n'y a pas d'accord, c'est pas Bruxelles qui est forcément à blâmer, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui n'ont pas réussi
réussi à se mettre d'accord. Juste un mot et on donne la parole à Benjamin Correa. Juste un mot. Vous êtes l'experte et je comprends parfaitement ce que vous dites. Vous êtes dans les explications. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons un besoin d'action. Oui. En face, mais c'est les chefs d'État et de gouvernement qui répondront, c'est pas Mme von der Leyen. Vous avez mais complètement raison. Vous avez complètement raison et donc vous nous expliquez pourquoi les choses ne sont pas optimales. Les résultats ne sont pas complètement au rendez-vous. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons, et c'était votre question de départ, face à Donald Trump, face à une puissance et d'autres, parce qu'on parle de Donald Trump, mais nous avons la Russie, nous avons les Chinois, etc. Ah oui, on les a tous, et bien, même les Turcs. Face à tout le monde, la difficulté, en tout cas, nous avons une exigence de résultats, une exigence de prise de position autour de quelques lignes politiques fortes pour pouvoir avancer. C'est ça le vrai sujet. Benjamin Correa, depuis tout à l'heure, je vous vois réagir. Oui. Non, moi, je suis très à l'aise parce que j'ai été un fervent défenseur de l'Europe. J'ai beaucoup travaillé avec l'Union européenne, enfin avec mes modestes moyens, mais vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais là, j'en arrive à la conclusion que on a fait complètement fausse route. Alors, je vais faire bref, mais au moins dans deux directions. La première direction, c'est la question, c'est pas qu'on ait un chef ou pas, etc. On peut avoir des processus de prise de décision multiples. C'est que notre processus de prise de décision, tel qu'il résulte des institutions et de l'élargissement à 27, il empêche la prise de décision. Bon, et ça s'est vu sur dans tous les moments importants, y compris. Ça a marché pendant le Covid. Y compris. Oui, le Covid, ça a été une espèce d'exception. Encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que à ce moment-là, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais face à la multiplication des crises, le processus de prise de décision par la règle de l'unanimité, voire même de la majorité qualifiée, n'a pas permis de faire face. Ça, c'est sur le plan, on va dire, institutionnel. Et c'est pour ça que, par exemple, sur le Groenland, c'est un silence sidérant. Sidérant, oui, sidérant. Bon. Sur les aspects économiques, qui sont davantage ma partie, alors c'est même là-dessus, moi, que je me suis battu au sein de l'Europe. La grande question des 20 ou 30 dernières années, parce que ça date pas de la semaine dernière, cette histoire, c'était la question de la relation entre politique de la concurrence et politique industrielle. En Europe, ça a été tranché entièrement du côté de la politique de la concurrence. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas laisser se constituer une quelconque puissance industrielle dans un domaine quelconque. Parce que l'idée c'est par la politique de la concurrence qu'on va baisser les prix et qu'on va satisfaire les consommateurs européens. Le résultat des courses, c'est que pendant que les États-Unis, et j'allais dire la NASA, la DARPA, etc., ont fait pleuvoir des milliers de milliards de dollars sur la Californie, sur ce qui est aujourd'hui la Big Tech et qui fait aujourd'hui la puissance américaine, y compris spatiale, etc., nous, on était totalement empêché de le faire, interdit de le faire. Ce qu'a fait la Chine dans son domaine, alors en particulier dans les technologies de l'énergie renouvelable d'un côté, et de l'autre côté, on le voit maintenant dans les voitures électriques. Rien. L'Europe, rien. Et rien parce qu'elle s'est empêchée de le faire. Dans le domaine des nouvelles technologies. Je suis frappé, quand je me promenais à Bruxelles, les immeubles de ce qu'était la DG4, c'est-à-dire la politique de la concurrence, c'était interminable. Et ça s'étendait en permanence. Quand on demandait la politique industrielle, c'est où ? Il y avait même pas un demi-bureau. Même pas un demi-bureau. On sent que parce le sujet qu'il vous n'était pas travaille. question d'en faire. Bon. Donc, vous pouvez toujours dire oui, on va. Absolument pas. C'est trop tard. On ne sait pas donner les moyens d'eux. Alors, préparons la future révolution technologique. Celle d'après la voiture électrique. Oui, mais avec quoi ? Il n'y a toujours rien. C'est ça le problème. Il y avait une nouvelle qui a été frappante la semaine dernière. La Suisse s'est dotée d'un cloud étatique suisse. Voilà. Je pense que ce sont des nouvelles. Alors, c'est la Suisse, c'est tout petit,
mais qui résonnent effectivement à nos oreilles, qui traduisent une volonté et précisément une prudence par rapport aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe, qui est absolument pas indépendante et qui n'est pas capable de préserver sa souveraineté. On a parlé d'énergie tout à l'heure, on parle du désastre industriel aujourd'hui, et au niveau technologique, c'est la menace de demain. C'est même à 27, c'est quand même pas compliqué. Enfin, ça paraît tomber sous le sens d'arriver à se mettre d'accord pour donner la priorité à la souveraineté ou l'indépendance technologique. Et le cloud, numéro 1, comme objectif, on ne sait pas le faire. Autre menace, pas le faire. Et on n'en a pas parlé aussi, c'est le climat. On s'est empêché de le faire. On a empêché la constitution de groupes capables de faire ça. C'est ça le drame. Il y a quand même des pays qui sont responsables de cet empêchement. Un dernier mot et on passe à la Nous avons souffert d'une chose, c'est que notre politique de la concurrence, nous l'avons acquise, nous l'avons prise aux Américains, et donc nous l'avons appliquée comme moto, comme une sorte de voilà. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. C'était l'obsession. C'est d'ailleurs le commissaire à la concurrence, c'était quasiment le commissaire le plus important de la Commission. Et effectivement, nous nous sommes appliqués une règle venue des États-Unis, mais nous l'avons appliquée de manière, j'ai envie de dire, excessive, parce que les Américains, de leur côté, ils ont pu constituer, dans les nouvelles technologies, ils ont constitué les très grands groupes que nous connaissons aujourd'hui. Autre menace dont on n'a pas encore parlé, c'est la menace climatique. Bien sûr, quelques chiffres qui font froid dans le dos. Si aucune mesure d'urgence n'est prise, le PIB mondial pourrait subir un impact cumulé de 22% d'ici la fin du siècle. Le postulat de départ, c'est plus on attend, plus la facture sera lourde. Plus on attend, plus la facture sera lourde. Et puis, tous les États ne sont pas sur la même ligne de départ. On a des États qui vous disent qu'ils ont compris que ça allait changer, mais qui sont dans les starting blocks, et d'autres qui refusent carrément de faire quoi que ce soit. Enfin, Trump, pour lui, il n'y a pas de problème climatique. Les incendies de Los Angeles, c'est Joe Biden. Enfin voilà, bon, donc c'est un problème mondial. Donc on peut essayer de le régler. L'Europe l'a fait à un modeste niveau qui était le sien, pas forcément en faisant des choix qui étaient suivi par d'autres, ce qui fait que si on n'est pas en effet sur une réponse qui est, j'allais dire, globale, on n'arrivera pas, parce que les problèmes... Donc on n'y arrivera pas. Aussi, il faudrait qu'on y arrive, parce que là, c'est pour le coup, c'est plus l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de la planète. Hein. On est sur une petite planète, d'où peut-être... Mais c'est lointain. Voilà, mais c'est lointain, mais en tout cas, il y a une prise de conscience depuis longtemps, sauf que ça veut dire un changement de vie et de modèle économique, etc., tellement grand que c'est un changement qui doit être expliqué. Et personne aujourd'hui ne veut l'expliquer, et personne ne veut le porter. Benjamin Correa. Non, deux choses. Premièrement, il y a une trentaine d'années maintenant, Jacques Delors, président de la Commission, pour faire passer l'acte unique, c'était un grand politique, avait lancé une étude qui s'appelait « Les coûts de la non-Europe ». Et je veux dire, ça a servi, ça a été entendu. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est les coûts de la non-action sur le climat. Et vous avez tout à fait raison d'avoir introduit comme vous l'avez introduit. Ça veut dire que, bien sûr, il y a un coût à réorienter notre économie et nos entreprises et nos acteurs, d'une manière plus générale, du côté de la protection du climat. Mais le coût de ne pas le faire est bien supplémentaire et bien plus important. Donc, c'est vraiment ça qu'il faudrait écrire aujourd'hui. Voilà. Et l'autre aspect de la question, c'est que, c'est pas vrai que c'est pas dit. Les scientifiques, le GIEC, etc., n'arrêtent pas d'alerter. Ça fait des années. C'est les politiques qui sur une freinent des quatre fers. Une gestion à la petite semaine, là, sur le climat. Je vais vous prendre un exemple et on va revenir à un comparatif États-Unis-Europe. La question migratoire, qui est un vrai sujet à travers la planète. De plus en plus. Et que ce soit dans le cas européen, que ce soit dans le sud des États-Unis, est partiellement, c'est pas le seul élément, est partiellement lié au sujet climatique. Parce qu'effectivement, la déstabilisation climatique provoque des migrations de population et des migrations importantes, puisque sur le continent africain, on va être à échéance, je crois, de 2050, on va être à 1 milliard de personnes. Le continent latino-américain, on est sur des tendances lourdes. Donc ça veut dire que lorsqu'on emprunte le sujet, lorsqu'on gère, que ce soit ici, je parle de l'Europe, que ce soit aux États-Unis, on gère la question migratoire en se disant c'est simplement de l'insécurité en mettant quelques policiers et tout va être réglé. Non,
Non, ça sera de la poudre aux yeux. Tant qu'on ne gérera pas, notamment le sujet climatique, eh bien oui, la question migratoire, les conséquences migratoires seront énormes parce que vous avez des populations, des gens qui ne peuvent plus manger dans le sud, qui ne peuvent plus vivre dans le sud, qui vont monter. Imaginez aujourd'hui, imaginez demain que l'histoire californienne se produise. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez des gens du sud de la Californie qui vont monter vers le nord. Quand on risque de mourir, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace. On se déplace. Donc oui, c'est un sujet qui est géré à la petite semaine. Et quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'y avoir participé. Restez avec nous, l'information continue, bien sûr, sur France 24.